Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'analyse technique des marchés financiers. On va s'appuyer sur le livre Technical Analysis for Dummies de Barbara Rockefeller. L'objectif, essayer de comprendre ce que c'est vraiment derrière les graphiques compliqués et voir si ça peut nous aider concrètement. Allez, on décortique ça. Alors, pour commencer, l'analyse technique, c'est quoi exactement? Si je résume, on regarde les prix passés, les volumes échangés, Mhm. pour essayer de prédire, d'anticiper les mouvements futurs. C'est bien ça? C'est ça, en gros. C'est très différent de l'analyse fondamentale qui, elle, va plutôt creuser la santé d'une boîte, ses résultats, ses dettes. D'accord. Et l'analyse technique, ça recouvre plein d'outils. Ça va de simples lignes qu'on trace sur un graphique à des indicateurs mathématiques, parfois assez pointus. Mais attention, hein, c'est basé sur des données, oui, mais c'est pas magique. Hein. Non, les chiffres ne disent pas tout. Une nouvelle qui tombe, un événement inattendu, et paf, la tendance peut s'inverser brutalement. Ça ne prédit pas les surprises, quoi. D'accord, donc c'est pas juste une question de calcul. Mais alors, si ce n'est pas infaillible, pourquoi est-ce que regarder le passé nous aiderait pour l'avenir? C'est quoi le lien? Très bonne question. Et ça nous amène vraiment au cœur du truc. La psychologie du marché. Ou plutôt, la psychologie des foules. L'analyse technique, en fait, elle essaie de lire l'humeur collective. Est-ce que le marché est euphorique, en surcharge? Ou au contraire, est-ce que c'est la panique, la survente? L'idée, c'est de repérer ces moments d'excès et les points où potentiellement ça pourrait se retourner. Intéressant. On essaye un peu de prendre la température émotionnelle du marché, si je comprends bien. C'est tout à fait ça. Et dans cette logique, il y a deux concepts clés. Le support et la résistance. Un support, c'est comme un plancher, un niveau de prix où on suppose que la demande est assez forte pour freiner la baisse. D'accord. Et la résistance, c'est l'inverse, un plafond où l'offre semble bloquer la hausse. Ce qui est assez Mais fascinant, c'est que si tout le monde les voit à ces niveaux. exactement. Si beaucoup d'acteurs les surveillent et agissent en conséquence, ces niveaux peuvent devenir un peu autoréalisateurs. Ah oui, je vois. Et pour identifier tout ça, les tendances, les points de retournement, les analystes ont toute une boîte à outils. Comme quoi, par exemple? Alors il y a les indicateurs, les moyennes mobiles par exemple, ça lisse les prix pour mieux voir la direction générale. Ou le RSI qui tente d'évaluer si un actif est suracheté ou survendu. Mhm. Il y a aussi les fameux chandeliers japonais, ces graphiques un peu imagés. Oui, avec des noms comme marteau, étoile filante. C'est ça. Un marteau après une baisse, ça peut suggérer un rebond potentiel. Mais attention, faut rester prudent. Une étude assez connue, celle de Bulkowski, a montré que statistiquement, l'efficacité de beaucoup de ces figures, prises seules, est assez limitée. D'accord. Donc on a des outils, mais aucune certitude. Ça paraît quand même assez risqué tout ça. La gestion du risque, c'est peut-être même le plus important. Ah oui. Oui, parce qu'aucune méthode n'est parfaite. Donc il faut impérativement savoir comment protéger son capital. C'est la base. Utiliser des ordres stop-loss, par exemple, pour couper ses pertes automatiquement si le marché part dans le mauvais sens. Une sorte de filet de sécurité. Exactement. L'auteur du livre est très claire là-dessus. Elle dit les stops mentaux sont une foutaise. Il faut de la discipline, une vraie discipline. La diversification aussi, c'est clé. Ne pas tout miser sur un seul indicateur ou un seul marché. D'accord. Ça demande donc un sacré contrôle de soi, en fait. Il suffit pas d'avoir une bonne analyse, il faut gérer ses émotions, accepter d'avoir tort parfois. Précisément. La discipline, assumer ses décisions, ne pas se laisser emporter par l'euphorie quand ça gagne, ni par le désespoir quand ça perd. C'est souvent ça le nerf de la guerre, bien plus que de chercher un indicateur secret qui fonctionnerait à tous les coups. Ça n'existe pas. Donc pas de formule magique. Non. Et il faut aussi faire attention au cœur fitting. C'est la tentation d'ajuster une stratégie pour qu'elle colle parfaitement aux données passées. Et qui du coup ne marche plus après. Voilà, ça la rend souvent inefficace pour l'avenir. L'adaptabilité, la rigueur, c'est ça qui compte. Et pour conclure, un point intéressant, l'analyse technique, qui était un peu à la marge avant, est devenue omniprésente. C'est beaucoup plus accessible aujourd'hui grâce à la technologie. Barbara Rockefeller va même jusqu'à parler d'une sorte de révolution démocratique par rapport aux anciennes élites de la finance. Une démocratisation, c'est vrai. Mais ça soulève une dernière interrogation pour moi. À l'heure actuelle, avec la montée en puissance du trading algorithmique, des robots qui utilisent massivement ces mêmes techniques mais à une vitesse folle, quel est l'avantage qui reste à l'analyste humain? Est-ce que c'est toujours lire les graphiques ou est-ce que ça se déplace plutôt vers une compréhension plus fine, justement, de cette psychologie de marché? Ou peut-être vers l'anticipation de ces fameux signes noirs, ces événements totalement imprévisibles que les machines, elles, ont encore du mal à intégrer? Voilà, c'est une question qui mérite réflexion.